Bonjour à tous. Comme vous le voyez, après ce magnifique générique, je suis sur une chaîne qui s'appelle ABC Talk, que je remercie d'ailleurs de me permettre de vous passer des informations de santé, en particulier sur la prévention. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu la synthèse de ce livre que j'ai écrit en 2017 avec mon fils Jean, qui est passionné comme moi de nutrition et lui plus particulièrement de micronutrition, avec pour titre « Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans ». Vous voyez, nous commençons tôt et nous finissons tard. Alors évidemment, ce livre, ne croyez surtout pas qu'il s'agit de vous présenter un régime ou des régimes. On pourrait écrire un livre sur les régimes, et il y en a un petit peu de toutes les natures. On a eu Montignac, on a eu Ducamp, on en a eu d'autres encore. Non, nous sommes là pour vous faire passer des messages de santé vraiment utiles à vous-même, à votre famille, à vos enfants de 0 à 100 ans. Alors ce livre est constitué de 7 chapitres, évidemment, qui essayent de faire comprendre les relations qui existent, qui sont extrêmement étroites entre ce que nous mettons dans notre palais des saveurs, c'est-à-dire dans un endroit absolument fabuleux qui donne des éléments à deux sens absolument essentiels, le goût et l'odorat. Et donc, ce que nous allons mettre dans notre palais des saveurs va suivre notre tube digestif à partir de cette zone où nous allons utiliser le maximum d'éléments pour apprécier, palais des saveurs, ce que nous sommes en train de consommer, pour que tout cela suive le tube digestif et soit utile à tous nos organes, qu'il s'agisse de nos os, notre système osseux, nos muscles, nos articulations, et puis les grands organes comme le foie, comme les reins, comme le cerveau, parce que l'objectif, c'est pas de se retrouver à 100 ans avec un Alzheimer, ou même avant 100 ans, mais de garder, comme je dis souvent, les pieds dans les bottes, donc de pouvoir être actif, et en même temps d'avoir un cerveau qui fonctionne au mieux. J'ai un exemple très précis à vous donner de mon ami Edgar Morin qui atteint 101 ans et qui vient de préfacer un de mes derniers livres qui s'appelle « Centenaire en pleine forme » et où nous traitons de 3 fonctions essentielles dans la vie. D'une part, bien respirer, et on a vu qu'avec la Covid-19, on a eu de gros problèmes de respiration et qui ont tourné parfois assez mal. Et puis, deuxièmement, bien voir et bien entendre. Et il est certain que ces 3 fonctions sont essentielles, en plus de tout le reste, évidemment, de notre organisme. Alors, manger mieux et meilleur, et j'insiste beaucoup, c'est pas considérer qu'il faut éliminer nos habitudes alimentaires. Non, il faut les étudier, les reconnaître, et voir ce qui, dans nos habitudes alimentaires, peut être véritablement ce sur quoi il faut forcer par rapport à d'autres éléments, peut-être, où il faut faire plus attention. Donc nous n'allons pas rentrer dans le détail, je dirais, d'un biologiste, d'un biochimiste, pour vous parler de la chaîne des glucides, des sucres, de la chaîne des protéines, de la chaîne des lipides, avec tout ce qui peut exister, évidemment, comme acides gras, et pour les protéines comme acides aminés. Non, ce serait trop complexe et, à mon avis, inutile, ça ne vous servira pas. Par contre, on va essayer de rentrer dans l'idéal, je dirais, de ce qui serait à choisir dans notre marché que nous allons faire ou que nous faisons peut-être pour trouver les éléments qui peuvent véritablement être utiles à mon corps. En considérant qu'il y a une véritable cohérence entre l'alimentation et notre corps. Il est évident que si nous ne mangeons pas, si nous mangeons mal, eh bien nous risquons un certain nombre de maladies. Nous risquons de perturber notre système immunitaire. Et dans le système immunitaire, vous entendez le mot immunité,
qui a beaucoup changé de valeur dans notre société, puisqu'il y a une trentaine d'années, avant l'an 2000, on parlait de l'immunité d'un député, d'un sénateur, d'un président. Non, aujourd'hui, et il faut le reconnaître, grâce à cette pathologie qui s'est appelée la Covid-19, que nous avons pris conscience que nos défenses immunitaires étaient absolument essentielles. Je dis bien défense, c'est-à-dire notre immunité. Alors c'est d'ailleurs ce qui fait partie d'un des chapitres au début de ce livre, notre immunité. Comment peut-elle être entretenue? Comment peut-elle être stimulée? Entretenue, c'est très simple. C'est notre alimentation. Si vous avez une alimentation que vous vous mettez à jeûner à un point tel que vous ne mangez plus, sauf vous prenez des boissons, de l'eau par exemple, bien sûr que vous allez tenir. Vous allez tenir parce que nous avons des réserves. Nous avons à peu près... Comprenez ça, c'est très important. Des réserves en sucre, des réserves en glucides dans notre corps, elles sont stockées dans notre foie et dans nos muscles. Alors vous me direz, ah bon, j'ai des réserves, je ne savais pas. Ben oui, là, vous l'avez appris. Ben sachez que vous avez une semaine de réserve. Ah, c'est pas beaucoup. Je n'ai donc qu'une semaine de réserve de sucre. Ça veut dire quand même que pendant une semaine, vous pouvez vous priver de tout ce qui concerne des sucres, que ce soit des sucres ajoutés dans votre café, dans votre cacao, ou que ce soit des gâteaux, des choses qui sont des choses de notre alimentation assez fréquente. Donc on peut se passer de sucre une semaine. Alors ensuite, est-ce que nous avons d'autres réserves? Mais bien sûr, nous avons d'autres réserves. Figurez-vous que nous avons un système de réserve extrêmement important. C'est à peu près 130 000 calories en réserve, qui sont des réserves de gras. Il y a du bon gras et il y a du mauvais gras. Mais je vous dis tout de suite quelle est la quantité de calories, donc je viens de le dire. Combien de temps ça peut durer? Ben, ça peut durer beaucoup. Vous pouvez avoir des réserves pour à peu près 60 jours. C'est pour cette raison que quelqu'un qui se met à jeûner, quel que soit jeûner avec l'accent circonflexe, quelles qu'en soient les raisons, il a à peu près 2 mois de réserve. Alors, quand il s'agit de jeûnes qui ne sont pas pour des raisons de santé, mais pour des raisons d'ordre, je dirais, politique ou autre, bien, moi je me dis, oui, cette personne, elle a 60 jours de réserve, je lui donne rendez-vous dans 60 jours. Ça ne veut pas dire que dans 60 jours, cette personne sera décédée, pas du tout, mais elle sera fort fatiguée, parce qu'elle va utiliser le minimum métabolique, le minimum de calories dont elle a besoin chaque jour pour tenir à peu près, c'est-à-dire 1300 calories par jour, un peu plus de, disons, 50 calories à l'heure. Nous avons 24 heures. Si nous avons 100 calories à l'heure, eh bien, nous consommons 2400 calories par jour sur 24 heures. C'est à peu près ce que nous faisons, nous les hommes, lorsque nous nous alimentons. D'une manière générale, et les femmes ont besoin d'un peu moins. Disons qu'elles peuvent tourner à 50-60 calories à l'heure, donc 1200, un peu plus par rapport à nous les hommes, puisque nous avons un corps qui est plus structuré au sens de quantité d'os, de muscles, etc., et d'organes. Donc déjà, il faut savoir que nous avons des réserves. Mais ces réserves, ce qui est important, c'est de les entretenir. Et c'est là que le rôle de notre immunité devient absolument passionnant, parce que si vous vous mettez à jeûner aussi longtemps que je viens de l'exprimer, eh bien vous allez risquer d'attraper des pathologies de la dénutrition, de la malnutrition. Et nous avons connu évidemment, dans les camps de concentration épouvantables quels qu'ils soient, des gens qui ont été extrêmement dénutris, qui ont attrapé le typhus, qui ont attrapé des maladies dont parfois ou trop souvent ils n'ont pas pu réchapper. Bon, donc, ce sont des maladies qu'ils ont attrapées parce qu'ils avaient un système immunitaire qui n'était pas entretenu correctement. On ne leur donnait pas suffisamment d'aliments corrects pour tenir et être en bonne santé. Donc, la relation entre ce que nous allons consommer comme aliments et nos défenses immunitaires, cette relation est absolument fondamentale. Mais je vous fais remarquer une chose qui est une évidence. Vous prenez un petit déjeuner,
vous prenez un repas de midi, midi ou 1 heure, et vous prenez un repas du soir. Et vous voyez, nous avons besoin de ces 3 repas. Ces 3 repas qui doivent être des repas, je dirais, intelligemment préparés. Il ne s'agit pas de passer des heures, mais je vous fais remarquer une chose. Si nous avons 24 heures, vous devez diviser ce 24 en 3 fois 8, n'est-ce pas, que je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que vous avez sur 8 heures de sommeil réparateur qui sont absolument indispensables à notre cerveau. Vous avez 8 heures et il reste encore 16 heures pour avoir une activité dans votre journée. Sur ces 16 heures, vous devez soustraire normalement, idéalement, 1 heure pour le petit déjeuner, 1 heure pour le repas de midi et 1 heure pour le repas du soir. Ça, c'est le minimum nécessaire. Que vous soyez en famille, que vous soyez tout seul. Donc, ça veut dire que vous avez encore 13 heures de boulot, de travail, ce que vous voulez dans votre profession, dans ce qui vous passionne. Et puis vous avez ces 3 fois 1 heure qui sont destinées justement à vos défenses immunitaires, qui sont destinées à non seulement entretenir, puisque ça va être tous les jours, et vous comprenez que l'entretien de votre immunité dépend de ce que vous allez consommer jour après jour avec vos habitudes alimentaires. Et ces habitudes alimentaires, elles dépendent beaucoup de votre histoire familiale, ce que votre maman, votre papa vous ont donné quand vous étiez enfant. Alors évidemment, vous n'êtes plus au lait maternel, mais vous avez acquis, en étant progressivement un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, vous avez acquis des habitudes alimentaires qui sont souvent semblables à ce que l'on vous a appris, ce que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. Alors commençons à la naissance. Commençons à la naissance. D'abord, nous avons la chance que notre maman nous ait, entre guillemets, commandé, c'est-à-dire que papa et maman ont créé notre propre vie dans le ventre maternel. Nous n'étions pas plus grands qu'un grain de sable et pendant pratiquement 9 mois, 370 jours, il a fallu que nous consommions des choses. Mais comment nous sommes-nous alimentés? C'est maman. C'est maman qui a eu des habitudes alimentaires qu'elle a commencé à nous faire passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà dans le ventre maternel, nous avons acquis des sens, en particulier le sens du goût et le sens de l'odorat. Alors on me dirait, mais comment le sens du goût? Ben oui, nous avions déjà à 3 mois notre petite langue et nous faisions un petit 3 cm, si vous voulez, au 3e mois de notre vie dans le ventre maternel. Et là, eh bien, nous étions déjà en train de goûter le citron que maman prenait, le carré de chocolat qu'elle prenait le soir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le citron qui passe, mais c'est l'arôme du chocolat, l'arôme du citron qui passe. Et vous serez peut-être un enfant, si votre maman a aimé le chocolat et le citron, je simplifie, qui aimera plus tard justement ces citrons et ce chocolat parce que vous avez été habitué. Donc déjà, dans le ventre maternel, la maman est en train de nous préparer à un avenir d'immunité, à un avenir de santé. En plus du fait que par le sang qu'elle nous envoie par le cordon ombilical qui arrive sur le placenta, sachez bien une chose, c'est que ce n'est pas le sang de votre maman qui passe, le sang de votre maman, il est filtré, et à partir du placenta, il y a un nouveau sang, c'est le vôtre. Ce n'est pas un mélange du sang de papa et du sang de maman, c'est un mélange, oui, certes au niveau de la génétique, mais c'est un sang particulier qui est le sang de la petite fille ou du petit garçon qui est en train de se préparer. Donc déjà, alimentation de la maman, fondamentale pour que ce bébé puisse grandir, croître et arriver à 45-50 cm, à 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, parfois 4,5 kg à la naissance. Et en pleine forme. Et là, il va falloir l'alimenter. Il n'a pas de dents, bien entendu, bien qu'il puisse arriver que l'enfant à la naissance se retrouve déjà à la première semaine avec une dent. On disait que certains, dans l'histoire, étaient nés avec déjà une dent par-ci, une dent par-là. Non, ce n'est pas pour mastiquer quoi que ce soit. Parce que, à ce moment de la naissance, la clé fondamentale, c'est le lait de maman.
Et pourquoi? Parce que le lait de maman, c'est une logique, je dirais, naturelle, comme le lait de la vache est fait pour son veau, de la chèvre pour le chevreau et de la brebis pour son agneau. Eh bien, le lait de la maman est fait pour le bébé. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce lait de la maman? Il y a non seulement des éléments de protection immunitaire du bébé, c'est-à-dire qu'elle va lui passer des anticorps contre des maladies du début de sa vie qu'il risquerait de l'atteindre, mais elle va aussi lui passer non seulement de très bons sucres, le lactose, tout ce qui est en ose, ce sont en général des sucres, donc le lactose du lait de sa maman, et en même temps, des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines, des cellules immunitaires, figurez-vous, des cellules immunitaires qui sont capables donc de passer de la maman dans son propre lait pour qu'elle puisse protéger le bébé qui est en train de croître, qui a quelques jours, quelques semaines, etc. Et ce qui est absolument extraordinaire et qu'on oublie trop souvent, c'est que dans le lait de la maman, il y a 7 merveilles. Quelles sont-elles? Ce sont des facteurs de croissance. Ah, vous allez me dire, des facteurs de croissance pour que cet enfant puisse grandir. Oui, bien sûr, mais surtout, ce sont des facteurs de croissance pour son cerveau. Ce sont des facteurs neurotrophiques. Vous entendez? Neuro, système nerveux, trophique. Trophicité, ça veut dire nutrition. C'est la nutrition du cerveau de ce bébé qui est absolument extraordinaire. Et je vous rappelle rapidement un épisode formidable de cet enfant qui vient de naître. Le papa, la maman, la grand-mère disent « Oh, il est potelé ce petit, il est magnifique, il est grassouillé, ça fait plaisir à voir. » Eh bien, ce potelage, si l'on pouvait utiliser ce terme, c'est du bon gras. C'est de l'énergie pour que justement les facteurs de croissance soient actifs, pour que le cerveau de cet enfant se développe à une vitesse grand V. Une vitesse grand V, c'est-à-dire formidable, parce que non seulement il va reconnaître papa, maman, les frères, les sœurs, il va les entendre, il va les voir, et puis il va commencer à attraper avec ses petites mains les jouets, à reconnaître les couleurs, enfin vous voyez toute la suite. Et ça, c'est grâce à ces facteurs de croissance. Alors, est-ce que ces facteurs de croissance sont présents dans les laits maternisés? Je vous dis tout de suite que c'est non. Pourquoi? Parce que si on sait à peu près qu'ils existent, on ne sait pas pour l'instant les isoler. Ça, c'est de la recherche. Et s'il y a des étudiants en médecine qui m'écoutent aujourd'hui, ou les parents qui ont des passions sur ces sujets-là, voilà un objet de recherche absolument essentiel, pouvoir expliquer, comprendre, je dirais, produire ces facteurs de croissance pour le cerveau de l'enfant qui ne sont pas, encore une fois, dans les maternisés. Ce qui veut dire que l'idéal du manger mieux et meilleur pour cet enfant, il n'y a aucun doute, et il ne s'agit pas de culpabiliser une maman qui refuserait l'allaitement maternel, tout est respectable, mais il faut dire qu'est-ce que c'est le mieux, manger mieux et meilleur pour cet enfant, pas de doute, le lait de maman. Et l'Organisation mondiale de la santé vous donne des instructions formidables. Je ne suis pas toujours en accord avec ce qu'ils disent, mais là, cette fois, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'idéal, c'est un allaitement maternel de 6 mois intégral. Pourquoi 6 mois? Parce que à partir du 4e, 5e, 6e mois, ce bébé commence à avoir des dents. Bon, il n'est pas question qu'il aille vous mordre le mamelon et vous faire mal et vous créer des fissures. Bon, donc il dit 6 mois intégralement. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse normalement. Et ensuite, il dit 1 année, matin et soir. C'est-à-dire, maman part au boulot. Bon, eh bien, avant de partir au boulot, elle donne ce que j'appelle le petit apéritif à bébé. Un petit coup d'allaitement maternel, elle rentre du boulot, eh bien, elle va donner un autre petit coup, donc matin et soir. Avec ça, cet enfant est protégé pratiquement pendant 1 an et demi, donc jusque vers la 2e année. Et je voudrais insister sur un point capital, c'est que l'immunité de cet enfant, c'est-à-dire les défenses immunitaires, les pédiatres me l'ont appris, je ne suis pas moi-même pédiatre, mais je suis capable de les interroger, eh bien, ils m'ont appris que le système immunitaire de l'enfant, il est mature, c'est-à-dire il est arrivé à maturité à l'âge de 18-24 mois. Formidable. Donc, à 18-24 mois, ce système immunitaire s'est constitué. Il est capable de réagir en fabriquant face à une attaque venant d'un antigène, une bactérie, un virus, un champignon,
un produit intrus pour son corps, il est capable de réagir en fabriquant ce qu'on appelle des anticorps. Bon, alors évidemment, nous allons faire grandir cet enfant, il devient un petit enfant, il va devenir un adolescent, et il n'y a pas de doute qu'il va falloir, le plus rapidement possible, lui expliquer qu'il a des dents. Ah bon? Eh bien oui, il a des dents de lait, certes. Pourquoi? Parce que s'il gardait ses dents, il aurait une petite mâchoire, si vous voulez. Donc il a des dents de lait qui vont changer, vous le savez bien. Et combien c'est magnifique pour un enfant quand il vous dit « j'ai perdu telle ou telle dent ». Il est un peu édenté, mais ne vous inquiétez pas, l'enfant va retrouver des dents futures qui sont les dents d'adulte et qui sont faites pour mastiquer. Ce verbe-là, mastiquer, mastication, est d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société, si vous voulez, où malheureusement, on oublie cette partie de notre corps qui est d'une extrême importance, où vous avez là une partie qui est un carrefour qu'on appelle aérodigestif. Aéro, c'est l'air, et digestif, c'est le tube digestif, parce que quand je vous parle, je suis obligé de prendre de l'air pour remplir mes poumons, et en même temps, quand je parle, cet air va ressortir pour passer entre mes cordes vocales pour que je puisse parler et m'exprimer. Mais en même temps, ce n'est pas le moment de m'alimenter, mais quand arrivera l'heure du déjeuner, à ce moment-là, eh bien, je vais mettre au repos en quelque sorte ma parole, je continuerai à respirer, mais les aliments que je vais prendre, je vais dans un premier temps les mastiquer. Et avant de les mastiquer, je vais les goûter. Et vous savez bien que quand vous avez un repas qui va démarrer et que vous avez une certaine faim, que vous rentrez de l'école pour l'enfant ou de votre travail, eh bien vous aimez bien sentir les odeurs qui vous donnent, je dirais, c'est le réflexe de Pavlov, une sorte de salivation, parce que, évidemment, tout ça touche votre odorat, vous avez une petite faim, votre estomac, il vous dit, ben oui, il faut m'amener quelque chose, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous allez utiliser vos deux sens essentiels, le goût et l'odorat. Alors sachez une chose importante, c'est que nous avons des papilles sur la langue. Alors vous me direz, des papilles, à quoi ça sert? Ben, ça sert à goûter. Ces papilles, vous avez des papilles de formes différentes, sous forme de feuilles, sous forme de filaments, sous forme de petits calices, peu importe, il y a 5 ou 6 formes de papilles, sur une langue qui contient, écoutez-moi bien, 17 muscles. 17 muscles, vous avez 17 muscles sur la langue, c'est vous dire le boulot qu'elle a à faire pour bouger, pour parler, pour avaler, etc. Donc cette langue a des capacités de percevoir le goût des aliments, et vous refaites les papilles. Ah comment? Mais non, j'ai toujours les mêmes. Non, non, vous les refaites tous les 10 jours. Tous les 10 jours, vous refaites les papilles. Alors, évidemment, ce n'est pas le 9e jour que tout disparaît pour reprendre. Non, c'est que vous avez des papilles qui sont en fin de vie, qui arrivent à 10 jours, et qui vont être remplacées par une prochaine qui est en train d'arriver, tandis que, voilà, tout ça se fait d'une manière absolument automatique et merveilleuse. Alors, ça, c'est le goût et l'odorat. Eh bien, l'odorat, nous nous en sommes rendus compte avec le Covid-19, nous le savions déjà, mes collègues ORL le savaient parfaitement, nous refaisons notre odorat tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Or, toute la zone nasopharyngée, pharynx, le pharynx, naso c'est le nez, tout cela est branché sur des filaments extrêmement fins qui sont à la base de notre cerveau, qui passent à travers d'un os troué qu'on appelle ethmoïde, c'est un mot grec qui veut dire que l'os est troué tout simplement. Et là, ces filaments, plus fins que nos cheveux, sont des filaments qui arrivent sur des bulbes, des petits bulbes plus petits que l'extrémité de mon petit doigt, bulbes olfactifs qui font que vous allez sentir l'odeur du chocolat, l'odeur de tel ou tel aliment que vous allez consommer. Et vous refaites donc votre odorat pratiquement tous les 3 mois. Voilà. Ça, ce sont des choses essentielles. Et n'oubliez pas, vos glandes salivaires. Ah, mes glandes, ah oui, salive, glandes salivaires. Ah bon, on a des glandes? Ben oui, mais combien on en a? Ben 6. Ah bon, tant que ça? Ben oui, on en a ici une importante, la plus grosse parotide de chaque côté, sous les oreilles. Puis nous avons ici sous le maxillaire et nous avons ici sublingual, sous la langue. Et amusez-vous devant votre miroir le soir ou le matin à appuyer juste au-dessous du menton et vous verrez des petits jets de salive qui sortent à partir de très fins petits trous. Il faut des bons yeux, bien évidemment. Et vous allez voir que là, la salive. Alors, combien on fabrique de salive?
Ben, vous allez voir, c'est énorme. On fabrique jusqu'à 1 litre, quand on est adulte, hein, adulte, 1,5 litre de salive par jour. Ah bon, mais c'est incroyable. Donc 1,5 litre de salive par jour, ben oui, mais si on mastique, ah ah, et donc si on mastique pas, docteur, eh bien vous allez en fabriquer la moitié. Ah bon? Et quand j'en fabrique la moitié, il se passe quoi? Ah ben, il se passe que vous goûtez pas bien les aliments, il se passe que vous ne mastiquez pas suffisamment, donc vous emmenez les produits que vous consommez, le morceau de viande, de pomme, de poire ou de poisson dans votre estomac, et votre estomac, il n'est pas content. Comment il n'est pas content? Mais il ne me parle pas, mon estomac. Si, il vous parle. Comment il me parle? Eh bien, il me parle parce qu'il va y avoir du reflux. Vous envoyez dans votre estomac, qui est une poche extrêmement bien faite, et vous envoyez des morceaux. Ces morceaux, ils arrivent à la partie finale, à la fin de votre estomac, et là, il y a un sphincter. Ah, sphincter! Mais sphincter, mais quand je veux aller uriner, c'est moi qui décide de l'ouvrir, mon sphincter urinaire. Vous avez raison. Mais le sphincter de votre estomac, c'est pas vous qui décidez. Ah bon? Et qui décide de l'ouvrir? Ben, c'est lui. Comment c'est lui? Ben oui, c'est lui. Quand les aliments ont vraiment été, je dirais, digérés, le mot c'est digestion, ont été coupés en petits morceaux par des enzymes et par l'acidité de l'estomac, à ce moment-là, l'estomac est content, le pylore, qui est un sphincter pylorique, s'ouvre, et voici que les aliments vont suivre le chemin du tube digestif. Le petit intestin, qu'on appelle l'intestin grêle, et après le gros intestin pour arriver à la sortie. Des choses vont être utilisées. Il faut savoir que le petit intestin, nous avons à peu près entre 4 et 6 mètres de longueur. Ici, dans notre ventre, 4 à 6 mètres de longueur d'intestin grêle, et puis le côlon. Alors, on a une partie droite, une partie gauche, une partie transverse. Bon, donc le côlon qui a un rôle que nous allons voir qui est extrêmement important pour préparer aux évacuations, parce qu'il y a des évacuations de produits qui ne seront pas utilisés pour notre corps, bien que nous allons voir qu'au niveau du tube digestif, il y a un rôle fondamental pour nos défenses immunitaires. Ah, on retrouve les défenses immunitaires dans le tube digestif? Mais bien sûr, vous avez compris qu'il faut nourrir notre organisme, et pour le nourrir, eh bien, on va utiliser tout ce qui est organisé par notre organisation globale, c'est-à-dire la suite de tubes digestifs, donc qui commence ici au niveau du palais des saveurs et qui termine à l'extrémité que vous connaissez comme moi. Bon, donc, le problème, ça va être de choisir dans tout ça quels sont les meilleurs aliments sur lesquels il faut forcer pour avoir une alimentation qui pousse dans le bon sens nos immunités, nos défenses immunitaires. Là, je vous donne tout de suite une chose simple. Forcer sur le végétal. Ah, il faut que je prenne une salade au petit déjeuner? Ben oui, salade de fruits. Je n'ai pas dit une laitue, je dis salade de fruits. Mais la salade de fruits, vous n'avez pas le temps de la préparer. Pas de problème, votre palais des saveurs s'en occupe. Vous pouvez prendre un morceau de pomme, un morceau de poire, un morceau de banane. Vous pouvez prendre... Combien, docteur, dois-je prendre de fruits, en nombre de fruits à mon petit déjeuner? 2. 2. Alors, évidemment, ce n'est pas 2 cerises. Ça sera une poignée de cerises associée à une pomme ou à une poire. Et vous savez que les saisons nous donnent des merveilles au niveau, je dirais, de ce que les arbres fruitiers sont capables de nous donner. Dans notre propre jardin, où nous sommes dans les Pyrénées, nous avons planté 6 pommiers, 2 poiriers, un abricotier. Bon, nous avons préparé tout cela, pas simplement pour nous, mais pour nos enfants ou petits-enfants quand ils viennent, parce que nous ne les forçons pas. Et je suis très frappé de voir que nos petits-enfants, grâce à mon épouse et puis à nos belles-filles, à nos filles, eh bien, ils croquent, ils raclent avec leurs petites dents dès qu'ils en ont, eh bien, ils raclent dans les fruits. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut avoir une corbeille de fruits à la maison et il faut attaquer, si on peut dire, s'y mettre déjà dès le petit déjeuner. Alors, l'enfant, ça sera un fruit et puis arrivé à l'âge adulte, pour ce qui me concerne, ça sera 2 fruits. Ce matin, j'ai pris un kiwi, même 2, je crois, et une mandarine. Vous voyez, ça c'est absolument essentiel. Déjà, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que dans le fruit, vous avez de la vitamine C.
Si possible bio, bien sûr, c'est-à-dire fruits de proximité. Je préfère dire de proximité que bio, parce que vous avez du bio dans les supermarchés qui est du bio supermarché, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc par contre, le bio de mon jardin ou le bio de mon ami que je connais bien parce qu'il fait pousser des choses fantastiques dans sa terre, bon, voilà, donc ça c'est l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Vitamine C, de l'eau, beaucoup d'eau, beaucoup de liquide dans un fruit, quel qu'il soit, une orange, une mandarine, une pomme, une poire, un kiwi, tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez des minéraux là-dedans. Vous avez du calcium. Ah, mais docteur, le calcium, je croyais, on m'avait dit qu'il était que dans les produits laitiers et que si je ne prenais pas des produits laitiers, j'allais me décalcifier. Non, mais alors attendez, là je vais vous expliquer les choses parce qu'il faut que les choses soient bien claires. Vous avez du calcium dans une pomme. Ah bon? Vous avez du calcium dans une orange, dans tous les fruits, à des doses, à des quantités qui sont différentes. Bien sûr que vous avez moins de calcium dans un produit végétal comme un fruit que vous avez en quantité de calcium dans un produit qui vient du lait d'un animal. Bien. Mais ça veut dire que vous devez bien distinguer le calcium d'origine animale du calcium d'origine végétale. Calcium d'origine animale. Excusez-moi, mesdames, mais nous sommes des mammifères. Bon, ça veut dire que le lait d'une maman, c'est un lait qui contient une quantité de calcium importante pour son bébé. Un calcium qui va être parfaitement absorbé par son tube digestif, qui est adapté à son état humain. C'est un tube digestif d'un petit garçon ou d'une petite fille. Bien. Quand vous donnez à cet enfant un lait qui vient d'un animal, il n'a pas un tube digestif d'un petit veau, d'un tube digestif d'un petit chevreau ou d'une petite brebis. Pas du tout, d'un agneau. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout la même chose. Et nous connaissons parfaitement le niveau de l'absorption d'un calcium qui vient d'un lait maternel, pas de problème, tout passe pratiquement, 90% passe. Par contre, le lait de la vache, de la brebis ou de la chèvre, le calcium qui va passer, c'est maximum 35-40%. Ça veut dire qu'il y a 60-70% qui ne passent pas, que vous allez retrouver dans les déchets. Alors par contre, le calcium végétal, et donc il faut non pas les opposer, il faut voir la complémentarité. Le calcium d'origine végétale, il va passer pratiquement à 75-80% la barrière digestive. Ça veut dire, voilà quel est le meilleur calcium. Ce calcium, il est nécessaire à quoi? Il est nécessaire à notre sang, pour la coagulation quand je me blesse, par exemple. Le calcium, il est nécessaire à notre système osseux. Le calcium, il est nécessaire à la contraction de notre cœur, pour que notre cœur il fonctionne correctement, qu'on ne soit pas obligé de lui donner des médicaments pour le forcer à faire son travail, sa régularité, la force du muscle cardiaque, etc. Donc le calcium est absolument nécessaire, mais mettez-vous bien tout de suite dans la tête, calcium végétal, calcium animal, le supérieur pour votre santé, c'est le calcium d'origine végétale. Il n'est pas que dans les fruits. Il est bien entendu dans toutes les salades, il est dans tous les légumes, il est dans toutes les légumineuses. Et la création est tellement bien faite que vous n'avez pas besoin de prendre un petit élément pour doser, pour calculer, pour peser la quantité que vous allez prendre. Consommez, régalez-vous. Des salades, il en faut tous les jours. N'hésitez pas à mettre des morceaux de fruits, à mettre également des amandes, des noisettes, des pignons, tout ce que vous voulez, qui sont excellents pour votre santé, parce que vous allez avoir, avec ces éléments, ces fruits secs, tels qu'on les appelle, vous aurez des éléments utiles également. On rentrera un petit peu plus dans le détail dans quelques instants. Donc, tous ces éléments que vous allez mettre dans votre palais des saveurs vont être bien mastiqués pour arriver avec la salive. Et je fais remarquer que dans la salive, nous avons des enzymes. Nous avons une lipase, ça c'est pour les bébés, pour mieux digérer le lait assez gras de la maman. Nous avons également amylase pour digérer l'amidon. Bon. Et nous avons aussi, ça c'est fabuleux, ce sont les Japonais qui l'ont démontré, des enzymes du goût, c'est-à-dire des enzymes qui, lorsque vous avez vraiment mastiqué, c'est-à-dire massé vos glandes salivaires, qui vous donnent le meilleur élément goût
de votre aliment. Ça, c'est capital parce que l'alimentation, c'est fait pour se faire plaisir. C'est pas fait pour... et c'est là que je ne suis pas du tout en accord avec les régimes d'une manière générale, parce que le mot régime, pour moi, il est synonyme de ceinture. On fait ceinture, on s'interdit ceci, on s'interdit cela. Non, il n'y a aucune interdiction, il y a un choix raisonnable à faire. Et ce choix raisonnable, il est destiné à votre bonheur, plaisir, il est destiné à votre santé, à ce que vous ayez des défenses immunitaires qui vous amènent à 100 ans. Bien. Alors, augmenter le végétal et réduire les produits animaux. Ça, c'est clair. Alors, dans les produits animaux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les produits animaux à 2 pattes et les produits animaux à 4 pattes. Bon, 4 pattes, vous y pensez tout de suite, c'est le veau, tous les animaux qui ont 4 pattes, et vous pensez même au lapin. Le lapin, il a 4 pattes. Eh bien, sachez que le lapin, la viande du lapin, vous pouvez la mettre du côté des animaux à 2 pattes, au niveau de sa qualité nutritionnelle. Excellente. Donc, manger du lapin, et je m'amuse parce que nous avons un gendre qui est américain, et aux États-Unis, vous ne ferez jamais manger du lapin. Le lapin, c'est un animal de compagnie. Bon, ça veut dire que quand notre ami et gendre Josh vient à la maison, si on fait du lapin, on lui dit que c'est du poulet. Bon, il se régale avec ce poulet. Bon, il n'y a pas de problème. Mais sachez donc que parmi les animaux à 4 pattes, qui correspondent à notre santé, à notre système immunitaire, la viande de lapin est excellente. Attention, je n'ai pas d'action ni dans les lapins, ni dans les poulets, ni dans quoi que ce soit, je n'ai pas de lien avec tout cela, mais sachez que c'est ça qui est bon pour votre santé. Donc la viande blanche est une viande de qualité pour vous, avec des animaux, si possible, qui ont été correctement nourris. Parce que vous avez des animaux qui ont été poussés. Et là, vous avez une petite chose, une petite parenthèse que je dois vous faire. Vous vous souvenez des poulets aux hormones? Tout le monde en avait entendu parler, au moins dans ma génération, et on peut en reparler aujourd'hui parce que malheureusement, parfois, ça existe encore. Comment a-t-on trouvé le poulet aux hormones? D'abord, ceux qui fabriquaient du poulet aux hormones le savaient bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils piquaient le cou du poulet, et ce cou du poulet, il était piqué et on lui injectait une hormone qui est un anabolisant. Un anabolisant, c'est du dopage. C'est ce que l'on donne, ce que l'on donnait, j'espère qu'on n'en donne plus, à des cyclistes qui voulaient gagner le Tour de France et monter à l'Alpe d'Huez en danseuse. Vous voyez, moi, j'ai suivi des courses. J'étais pas, moi, sur le vélo. Hein. Je les ai vus monter, j'en ai vu qui montaient. C'était pas normal. C'était pas des humains qui montaient. C'était des gars qui avaient été dopés avec des hormones ou autre chose. Donc, le poulet recevait dans son cou, n'est-ce pas, une piqûre qui lui amenait des stimulants pour faire plus de viande. Bon, alors comment s'est-on rendu compte qu'il y avait un problème? Eh bien, figurez-vous que dans ces usines qui fabriquaient ces poulets, le personnel avait droit à des bouillons. Il avait droit à des bouillons de poulet, c'est très très bon, et on faisait des bouillons de poulet avec le cou de poulet. Bon. Et un beau jour, le médecin du travail se rend compte qu'il y a des hommes qui viennent à la consultation en disant « Dites, docteur, moi j'ai des seins qui poussent comme ma femme, là, il y a un problème. Alors, c'est qu'un d'un côté ou c'est des deux côtés ?» Bon, il y a eu plusieurs cas comme ça, donc on a enquêté. Et cette enquête, c'est passionnant, a mis en évidence que ces coups de poulet, effectivement, contenaient des résidus hormonaux que ces messieurs étaient en train de consommer. Et ces résidus hormonaux, c'était des résidus estrogéniques, c'est-à-dire hormone estrogène, qui est une hormone féminine. Donc si vous donnez à un monsieur la pilule, ou si vous lui donnez des estrogènes, il va avoir les seins qui se mettent à pousser. C'est comme ça que l'on fait pour les personnes que je respecte très fortement, qu'on appelle les transgenres. Ces messieurs qui veulent devenir des dames, eh bien, on va leur donner des hormones féminines, et les dames qui veulent devenir des messieurs, on va leur donner des hormones, une hormone masculine qu'on appelle la testostérone. Ceci au passage, pour vous dire combien les viandes blanches sont utiles, il n'y a aucun doute, mais des viandes plutôt dans le bio, pour que vous ayez le maximum d'éléments protéiques. Ah, protéines, vous entendez le mot protéines. Et vous vous dites, bon, d'accord, j'ai compris, il y a des protéines dans la viande rouge, il y a des protéines dans la viande blanche, d'accord, mais il n'y a pas des protéines ailleurs. Ben, bien sûr, vous avez des protéines végétales, vous avez des protéines dans le pain. Le gluten, vous entendez le mot glu, ce sont des protéines qu'on appelle des prolamines, ces prolamines qui sont dans le pain. Alors il y a du très bon pain, il y a du très mauvais pain. Le meilleur pain, je vous dis où il est évidemment
à la boulangerie de mon ami Roland à Cucugnan, c'est là que vous avez un pain avec des semences anciennes qui fait que vous n'allez pas avoir la baguette de Napoléon III parce qu'elle a été créée par Napoléon III, mais vous allez avoir des miches de pain que vous pouvez conserver pendant une semaine et ce pain, il est vivant. C'est un pain qui travaille, c'est un pain qui fait que quand vous allez le consommer, il y a une sorte de prédigestion par les enzymes qui sont dans ce pain et vous allez vous en régaler par son odeur et par son goût. Donc, important de bien comprendre, si vous voulez, que un des éléments du démarrage dans notre alimentation, l'élément de base de notre santé depuis toujours, ça a été le blé, le gluten, voilà donc protéines végétales. Mais vous avez une autre protéine que j'adore, qui est formidable et pour laquelle nous avons été beaucoup trompés, y compris par des nutritionnistes dans les années 80-85. Petite anecdote qui vous permet de mieux comprendre. Je suis à Chicago, aux États-Unis, et la veille, j'ai mangé chez mon collègue, excellent, avec sa famille et ses enfants. Bon, je suis à l'hôtel, et à l'hôtel, il y a la conférence qui va avoir lieu dans 1 heure. Mon collègue arrive avec un de ses enfants, qui vient me saluer, qui me fait la bise, et qui me regarde, et il voit dans mon assiette 2 œufs au plat, magnifiques, des cocottes américaines. Et il court vers son père. Son père vient me saluer, il me dit « Tu sais ce que m'a dit mon fils ?» « Non. » Il m'a dit, tu vas mourir. Oui, ça c'est sûr, mais pas ce soir. Non, non. Mais pourquoi il t'a dit que j'allais mourir? Ben parce que tu prends des œufs. Et pourquoi? Ben parce que c'est le cholestérol. C'est le cholestérol. Ah bon. Ben écoutez, à l'époque, il y a eu effectivement des publicités scandaleuses sur le plan de la science et de la nutrition qui étaient destinées à ce que tout le monde consomme des hypocholestérolémiants. Hypocholestérolémiants, c'est-à-dire pour baisser le taux de cholestérol. Et on nous faisait croire que dans le jaune d'œuf, il y avait un mauvais cholestérol. Eh bien, c'est une erreur grossière. On sait aujourd'hui que dans le jaune d'œuf, il y a du très bon cholestérol, un cholestérol qui va être transporté vers notre foie. Et notre foie, qu'est-ce qu'il va en faire? Du bon cholestérol qu'on appelle du HDL. HDL qui est utile à tout mon organisme pour faire des hormones stéroïdes, hormones de mes testicules, hormones des ovaires pour les femmes, et aussi hormones du stress fabriquées par la corticale de la petite glande au-dessus des reins de chaque côté, au-dessus de nos rognons si vous voulez, qu'on appelle les surrénales. Et donc, grâce à ce jaune d'œuf, je vais avoir un excellent cholestérol qui en même temps, et ça c'est fabuleux, va pouvoir passer au niveau de mon cerveau pour véritablement huiler. Le mot huiler, j'aime beaucoup ce mot huiler mon cerveau, car si je prenais mon cerveau, je vous le mets sur la table et puis je le passe à la moulinette, je vais en sortir de l'huile. Alors pas de l'huile d'olive, ça sera de l'huile de cerveau, ça sera de l'huile de l'intelligence humaine qui a véritablement besoin. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les éléments gras de notre alimentation, il y a le gras végétal et le gras animal. Bien sûr que vous avez dans la viande rouge du gras, bien sûr que vous avez dans un canard du gras, et le gras du canard est meilleur pour votre cœur, pour votre organisme, que le gras d'un excès de viande rouge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, il faut en prendre un bon steak 1 fois par semaine et il faut s'en régaler. Bon, donc, ce qui est important, c'est que dans ce gras animal et gras végétal, gras animal des animaux qui ont 2 pattes et qui s'envolent, excellent. Gras animal des animaux qui ont 4 pattes et qui sont très solides, ça c'est moins bon, donc laissez-le sur le côté. Et puis vous avez le gras végétal. Et le gras végétal c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Avec mon épouse, quand nous sommes que tous les deux, nous consommons pratiquement 1,5 litre d'huile d'olive par semaine. C'est pas du gros rouge, c'est de l'huile d'olive. J'en mets sur le petit déjeuner, bien entendu. Dès le matin, des tartines avec de l'huile d'olive, c'est bien plus digeste, essayez-le, que de tartiner avec du beurre sur votre tartine. Donc, très important ce gras d'origine végétale dans lequel il y a l'huile d'olive, mais vous avez aussi l'huile de colza. Ah, l'huile de colza. Bien écoutez, elle vous apporte ce qu'on appelle des oméga 3. On va faire prochainement un webinaire sur le sujet, les oméga 3. Eh bien oui, les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés qui ont une chaîne très longue d'acides gras qui sont essentiels à quoi?
à mon cerveau. Et figurez-vous que ces acides gras, comme ils sont à longue chaîne, qui sont essentiels, ils sont capables de passer la barrière entre le sang et mon cerveau, et là, ils vont fabriquer du cholestérol cérébral. Et ce cholestérol cérébral, vous en avez besoin pour votre plasticité cérébrale. Notre cerveau, on dit, je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai, que nous utilisons que 20% de nos capacités. Non, nous utilisons 20% si nous foutons rien. Mais si nous travaillons, si nous réfléchissons, si nous admirons la nature, si nous faisons de la méditation de pleine conscience, du yoga, si nous avons une activité physique, sachez que l'activité de nos articulations fait tourner notre cerveau. Mais bien sûr, elle fait tourner les synapses, c'est-à-dire les articulations entre nos neurones. C'est un peu comme les articulations entre nos os, ici, articulation du genou, du poignet, des doigts, etc. Donc, nous avons besoin de cholestérol cérébral qui va être fabriqué à partir de ces oméga 3. Voilà, je fais passer des messages qui, j'espère, vous seront utiles pour votre santé, pour la santé de l'enfant, de l'adulte, etc. Alors, je vais rapidement vous donner quelques éléments du petit déjeuner, du repas du midi et du repas du soir, parce que je vois que le temps passe et on risque de me couper. Alors, petit déjeuner, je vais vous donner le mien, mais là je suis adulte, j'ai quand même un certain âge, hein. J'arrive à 77 ans, je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce que mon épouse et mon fils m'ont appris, et puis moi j'ai appris aussi par le travail, par la réflexion, par les publications scientifiques, à savoir et à choisir mieux et meilleur, n'est-ce pas? Petit déjeuner, eh bien je commence par un cacao. Oh, cacao, alors vous mettez combien de lait, combien de chocolat? Mais je ne mets pas de lait. Je prends du cacao qui est 100% cacao pur, avec un petit peu d'amertume, c'est excellent pour votre foie. Là-dedans, vous avez énormément, j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Se soigner avec le chocolat » avec un maître chocolatier. Moi, je ne vais pas avec n'importe qui. J'ai pris un maître chocolatier d'ailleurs de Châtellerault que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Berton et qui a fait des choses merveilleuses avec Omega Choco en particulier, où il a su marier la graine de lin avec le chocolat. Donc, je commence par un cacao, combien? Un demi-litre. Ouh là là, un demi-litre. Et oui, bien sûr. Et ça va me permettre d'avoir de bonnes éliminations urinaires dans la journée. C'est capital. J'ai pas fini. Évidemment, je vais prendre 2 œufs à la coque, des cocottes de la région. Bon, et là, nous avons des œufs toute l'année, si possible bio ou bien, peu importe si c'est pas bio, mais d'un agriculteur qui est un de mes amis que je connais, où j'ai pu voir ses poules. Voilà, et donc 2 œufs, et mon épouse c'est pareil, 2 œufs à la coque, jaune liquide, c'est pas l'œuf dur. L'œuf dur, s'il est trop dur, c'est que là où nous sommes, il faut pratiquement le mettre dans le cuit-vapeur pendant à peu près 5 minutes, et vous avez un œuf qui est une petite merveille, un peu de sel là-dessus, et vous vous régalez, donc 2 œufs à la coque. Ensuite, eh bien, je vais prendre des tartines de sarrasin, ou bien, si j'ai du pain de cucugnan, une belle tranche de pain de cucugnan avec des semences de blé ancien, fait par mon ami Roland Feuillat à Cucugnan, et là-dessus, je vais faire attention à mon pantalon, je vais arroser avec de l'huile d'olive et je vais me régaler, un petit peu de sel pour donner du goût, voilà. Et bien sûr, les fruits, bien sûr. Je termine par une pomme, une poire, une mandarine, une orange, tout ça en fonction des saisons. Et puis, ensuite, je me mets à travailler, je me lève assez tôt, et vers 11 heures, je vais piquer du thé à mon épouse, et je vais lui piquer un demi-litre de thé. Vous voyez, donc j'arrive à midi, il y a eu un demi-litre avec du cacao, sans lait, et un demi-litre avec du thé, et en plus, un petit cadeau, je me prends un bon petit café avec une bonne machine italienne, que mon fils m'a offert, qui est une magnifique, un excellent café, voilà. Et là, on va arriver tranquillement à l'heure de midi. Et il n'y a pas d'hypoglycémie, je peux aller au jardin, je peux avoir une activité physique, je vais faire du vélo. Ma femme m'engueule un peu parce qu'elle me dit, mais quand tu fais du vélo, ça monte toujours. Ben oui, parce qu'après, ça descend, vous comprenez? Et oui, c'est vrai que j'aime bien transpirer. Et je trouve que quand je fais de l'activité physique comme ça, alors si j'ai pas la possibilité, parce qu'il y a de la neige, on ne peut pas faire du vélo, j'ai un vélo d'appartement et je vais en faire 3 fois 20 minutes dans la journée, bien transpirer pour éliminer d'éventuelles choses qui ne sont pas sympathiques, que nous respirons sans le savoir, que nous consommons sans le savoir dans notre alimentation. Arrive le repas de midi. Ah, repas de midi, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? On commence par une salade, bien sûr, une salade verte à laquelle on va ajouter des noix
noix, des amandes, tout ce que vous voulez qui va vous plaire. Vous arrasez ça avec de l'huile d'olive et puis vous allez avoir ensuite le plat de résistance. Un plat de résistance, j'aime pas trop cette expression, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on dit. Et dans lequel, eh ben, ça sera une viande blanche, ça sera un poisson. Poisson, il faut forcer sur les poissons. Nous avons la chance, là où nous sommes, d'avoir les huîtres de Bouzigues qui viennent tous les samedis. Ah, les huîtres de Bouzigues tous les samedis, excellent pour le zinc, excellent pour du bon cholestérol, excellent pour les produits de la mer Méditerranée ou de l'océan. Là, ça vient de la Méditerranée. Vous avez tous les oligo-éléments dont vous avez besoin pour votre corps. Il vous le réclame. Il ne sait pas vous le dire. Mais moi, je vous le dis, il vous parle, votre corps. Il vous parle par votre fatigue. Il vous parle par votre mauvais sommeil. Il vous parle par votre mauvaise humeur. Il vous parle par toutes ces choses-là. Et donc, si vous avez une alimentation qui est véritablement adaptée à votre corps, vous faites 1,65 m, vous êtes une dame, vous ne devez pas peser 70 kg, madame. 1,65 m, vous devez peser entre 55 et 60 kg. Vérifiez tout ça. Monsieur, vous faites 1,80 m et vous pesez 110 kg. Ça ne va pas. 1,80 m, vous devez peser entre 75 et 85. Voilà, c'est ça l'idéal. Il faut faire attention. Alors bougez-vous, ayez une activité physique, changez vos habitudes alimentaires, mangez mieux et meilleur, régalez-vous, parce que notre alimentation, c'est notre bonheur, c'est notre plaisir, c'est notre santé, c'est le partage en famille, avec les amis, avec les enfants. Et attention, les enfants, ils vous observent. Les enfants, ils vous observent et ils veulent comprendre pourquoi. Et moi, je me rencontre avec mes petits-enfants. Nous en avons 21. Ben, ils ne sont pas tous ensemble. Ils passent parce qu'il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a d'autres qui sont ailleurs, etc. Mais quand ils viennent nous voir, nous leur expliquons. Tu vois, petit, je vais t'expliquer pourquoi le fruit au petit déjeuner, c'est important. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Et c'est très frappant de voir que des enfants de 4 ans et de 5 ans, ils pigent tout ça. Ils absorbent comme des éponges tout ce que vous pouvez leur dire. Et puis ils disent, papa, tu fumes. Papa, tu fumes, c'est pas bon. Dis, papa, le monsieur qui est venu chez toi, pourquoi tu le laisses fumer à la maison? Nous avions nos enfants, quand ils étaient petits, ils étaient adhérents à pas de clope ou papa clope, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon, et à la maison, personne n'était capable de rentrer avec une cigarette. Parce que s'il rentrait avec la cigarette, moi je disais rien. Mais c'était les gosses qui allaient le voir et qui disaient tu vas attraper un cancer. Et c'était pas faux. L'enfant, il vous dit une vérité magnifique. Et au repas, vous leur expliquez le pourquoi du comment. Alors, vous avez pris votre plat de résistance. Bien sûr que vous avez pris un fruit. Alors on pose la question, c'est souvent, est-ce que le fruit, je le prends au milieu du repas, à la fin du repas? Il ne faut pas le prendre au repas. Tout ça, c'est du vent en tempête. Prenez-le quand ça vous va bien. Ne vous forcez pas, régalez-vous. Faites la salade de fruits dans votre palais des saveurs, mastiquez beaucoup et vous éviterez les reflux. Arrive le goûter. Ah mais oui, mais le goûter c'est important. Moi je goûte comme les enfants. Je vais prendre quelques carrés de chocolat, pas des gros carrés, vous savez, la barre de chocolat. Je vais prendre un morceau de pain de cucugnan, ou bien je vais prendre un fruit. Vers 5 heures à peu près, je prends un goûter parce que je suis en train de travailler ou parce que je vais faire du sport. Bien. Et puis arrive le souper. Alors, dans le souper, vous avez soupe. Obligatoire. La soupe est obligatoire. Moi, je suis un fort soupier. Toutes les soupes, quelles qu'elles soient, sont bonnes, sauf celles qui sont en sachet. Vous comprenez? Vous avez soupe de poisson avec des photos de poissons qui n'ont pas le moindre goût. Non, des vraies soupes. Des soupes avec parfois des choses que vous avez mangées la veille, que vous avez gardées un petit peu, des petits pois, des haricots, des légumineuses. Vous vous régalez avec ça. Mais cuit à la vapeur douce. Alors là, il faudra demander à mon épouse, c'est elle qui est l'experte. Je vous assure que véritablement, cette histoire de cuisson à la vapeur douce, c'est la cuisson idéale pour la santé, absolument essentielle. Elle a écrit un livre et elle vous en parlera certainement. C'est absolument fondamental. Donc une soupe. Et quoi? Une salade, bien sûr, toujours une salade et encore une salade bien arrosée, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix si vous en avez, de l'huile de chanvre qui sont excellentes avec des acides gras qui sont des acides gras essentiels pour votre cerveau. Et vous allez pouvoir, vers 10h, 11h, minuit, quand vous allez aller au dodo, eh bien vous allez avoir un sommeil réparateur. Pourquoi? Vous aurez pris du magnésium dans le calcium, dans le chocolat du matin. Beaucoup de calcium, de magnésium dans le chocolat du matin. Vous aurez pris dans le chocolat du matin de la sérotonine, laquelle est nécessaire à fabriquer par votre cerveau de la mélatonine pour arriver à ce que vous ayez un vrai sommeil réparateur et que la journée recommence. Évidemment, soupe, salade, fruits. Toujours soupe, salade, fruits.
Alors le fruit, quel qu'il soit, celui qui voit bien. Mais je n'ai pas dit fruit au sirop. Je me souviens d'une dame qui me disait, vous savez, docteur, moi, le soir, à mon mari, je lui fais une petite pomme au four avec beaucoup d'amour. Eh bien, je lui dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Oh là là, je vais être veuve, pourquoi? Mais madame, vous tuez la pomme. Vous tuez la pomme, vous êtes en train de foutre en l'air les vitamines, vous donnez du sucre à votre mari, regardez, il est en état de surpoids. Ah ben oui, je le lui dis, il fait pas assez de sport. Mais madame, c'est vous qui contribuez à son surpoids. Arrêtez donc la pomme au four et donnez-lui une pomme qui va croquer, donnez-lui un autre fruit qui va croquer longuement et se régaler avec. Voilà. Ben écoutez, j'ai été très content de passer avec vous ce temps de presque 1 heure sur ABC Talk, cette chaîne nouvelle que je ne connaissais pas, qui m'a invité récemment, et je veux beaucoup remercier Marc Leval et son équipe pour m'avoir invité et me permettre de vous faire passer des messages que nous faisons passer aussi par l'association Famille, Santé, Prévention, cette association qui donne des messages de prévention, et vous regarderez que sur mon site il est écrit « La passion d'apprendre et de transmettre ». Passion d'apprendre, je n'ai jamais fini d'apprendre. Et j'aime beaucoup tous mes collègues qui peuvent m'apprendre des choses dans toutes les disciplines, ce qui fait que quand on m'appelle pour un conseil de santé et que je n'ai pas la réponse, ben, j'ai beaucoup de collègues, vous l'imaginez, à l'université de Montpellier ou ailleurs en France, je les appelle. Récemment, j'ai appelé mon ami Christian Perron, il m'est arrivé d'appeler bien d'autres collègues en fonction de leur spécialité, et j'apprends, et j'apprends, et j'apprends, et je cherche à transmettre. Voilà, j'espère vous avoir transmis de la santé pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Continuez à transmettre, et c'est comme ça que nous serons les mieux servis, les mieux, je dirais, dans notre santé, et que nous irons beaucoup moins dans les hôpitaux, parce que je préfère aller au resto qu'à l'hosto. À bientôt.